bienvenue pour un nouvel épisode Pixis, le podcast. Alors nous sommes la veille de la journée agile qui se déroule donc ce vendredi 2 juin. Et ce 1er juin, on a profité des préparations et des locaux bien au calme et de quelques invités qui sont venus, puisqu'ils viennent de loin, nous rejoindre un jour avant pour se dire on va enregistrer quelques podcasts, Norman. Alors à mes côtés, j'ai l'animateur habituel de ce podcast qui est Norman. Bonjour. Bonjour. Et je vais te laisser présenter ton invité et mener cette interview. Donc, bienvenue Koussaïr. Bonjour. On a justement eu en off une petite conversation sur ton prénom parce que moi j'avais Koutaïr en tête, mais en effet, tu as corrigé, c'est Koussaïr. C'est Koussaï, oui. Prénom égyptien. Prénom d'origine égyptienne, moi d'origine tunisienne et de nationalité française. Ok. Justement, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus ? Alors, je m'appelle Koussaï Farfra, je suis consultant, donc j'ai déjà une longue carrière, pas loin de 30 ans. J'ai commencé comme développeur, comme souvent beaucoup d'agilistes. Ensuite, j'ai évolué vers des rôles de chef de projet, directeur de programme sur des projets très classiques. Et en 2009, j'ai un peu découvert par hasard l'agilité chez un client dans le cadre d'un appel d'offres. Donc, c'est quelque chose de totalement nouveau pour moi. Et en fait, lorsqu'on a fait les premiers, c'était du Scrum, donc quand on a fait les premières sprints, là, j'ai découvert un autre monde, surtout une autre façon de penser. Et donc, je suis devenu à ce moment-là Scrum Master. Et ensuite, au fil du temps, je suis devenu coach agile. Voilà. Tu nous présentes un sujet demain. Oui. 2 mots-clés, OKR, KPI. OKR versus KPI. Oui. Voilà, comment tirer le meilleur des deux. L'idée, c'est de montrer comment on peut utiliser les deux plutôt que de les opposer. KPI, tout le monde connaît, Key Performance Indicator. Absolument. Et l'autre, tu peux me dire ? Objectif Key Result. Est-ce que tu peux nous en dire plus sans évidemment aller trop loin dans le partage et garder un petit peu de secret pour demain ? J'ai eu l'idée de cette conférence en fait par rapport à une conférence que j'organise en France en 2022 où on a eu plusieurs sujets autour des OKR. Et quand j'ai commencé à échanger avec les sociétés qui venaient à la conférence, beaucoup me disaient nous on a arrêté les KPI. Et en fait, maintenant, on mesure que les OKR. Et j'ai trouvé ça un peu surprenant et même un petit peu gênant dans la compréhension de que sont les OKR et de ce que ça apporte. Parce que pour moi, en fait, les OKR et les KPI, ce sont deux choses différentes, mais ce sont deux choses complémentaires. Voilà. On va avoir des OKR pour l'idée, les objectifs de l'entreprise, des objectifs ambitieux qu'on va ensuite détailler sur des strates différentes jusqu'au niveau individuel. Et puis, on va avoir les KPI pour mesurer justement cette capacité d'atteinte et le résultat. Voilà. Donc, il me semblait important du coup de pouvoir échanger là-dessus et de montrer que les deux sont complémentaires. Ils ont des apports différents, ils apportent des choses différentes, mais il serait dangereux de dire maintenant on oublie l'un et puis on prend l'autre. Oui, j'ai souvent cette phrase que Eric me rappelle quand on parle justement de KPI, d'indicateurs et autres, qui me dit le danger de ça, c'est que la mesure devient l'objectif. Ça, c'est quand on est un gros cabinet de conseil et qu'on ne veut vendre que des indicateurs pastèques. Voilà. Ça, effectivement, c'est quoi les indicateurs pastèques ? Alors, les indicateurs pastèques, c'est l'indicateur comme une pastèque où tout est vert à l'extérieur. Donc, on a l'impression que c'est super. Et puis, quand on ouvre, on s'aperçoit que c'est rouge. Voilà, ou c'est pas très bon à manger. C'est ça l'indicateur pastèque. Moi, j'ai eu une expérience, on va dire, il y a 2 ans, dans une grande entreprise, je ne donnerai pas le nom, même s'il mériterait des fois, où du jour au lendemain, on m'a remercié parce que j'avais justement mis en avant que les RTE, les Release Train Engineers, avaient mis un peu trop d'indicateurs pastèques pour faire plaisir au DSI. Et là, c'était insupportable. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que c'est bien de faire une transfo agile, mais il faut aussi transformer son mindset. Attention au jargon, DSI, directeur de service d'information. Voilà, absolument. J'ai aussi une anecdote, je vais rebondir si je peux. Ouais. Une société que je ne vais pas citer, une très grosse société. Et il fallait faire des KPI. Et alors, tu as le gars qui vient, ouais, mais c'est quoi ce chiffre ? C'est la réalité. Ouais, mais non, si on mode ça à la direction, on n'aura pas notre bonus de fin d'année. Faut masquer des trucs, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, mais attends, t'as rien capté ou ça te pose des questions, quoi, franchement. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai développé une application justement qui produit des indicateurs et lorsque je fais des démos auprès de prospects, des fois, il arrive que pourtant des entreprises qui font de l'agilité, qui se revendiquent en étant agiles, on fait une transfo, qui viennent à des conférences, présenter des sujets, qui vous disent il y a moyen de supprimer les indicateurs qui ne nous plaisent pas ? Voilà, de bien élaguer pour avoir vraiment le chiffre qui fait bien. J'ai peur de ne pas avoir une petite enveloppe à la fin de l'année. Voilà. Donc ça, quand on a ça, ça montre que l'indicateur, c'est peut-être un élément qui peut amener à un contrôle, etc. Mais que c'est surtout un élément qu'on va manipuler par rapport à son mindset. Et si on veut vraiment avoir des indicateurs agiles, il faut avoir un mindset agile. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et il faut vraiment que ces indicateurs ne soient pas des indicateurs de vanité. Oui. Parce que dire on a fait tant de fonctionnalités, on a fait tant de story points, c'est super, mais est-ce que ça apporte de la valeur ? Voilà. Donc c'est vraiment identifier dès le début quels sont les indicateurs qui vont apporter une valeur et ensuite
ces indicateurs, est-ce qu'ils sont liés à des objectifs? Et c'est là où on rassemble les OKR avec les KPI en disant, OK, mes indicateurs, est-ce qu'ils sont au service d'une vision, d'un objectif, d'un développement de mon entreprise? Voilà. Histoire de ne pas se retrouver le lendemain dans le journal, il y a un problème chez un tel. Ah oui, c'était masqué. Ah ouais, non, mais voilà. Oui, c'était derrière une pastèque, mais on l'avait pas C'était ouverte. une pastèque, on n'a pas ouvert la pastèque. C'est là où c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que cette problématique, elle vient pratiquement exclusivement dans le monde de l'informatique ou dans le monde des services. On n'imagine pas, par exemple, un Amazon dire je vais cacher mes indicateurs de productivité ou de qualité dans mes entrepôts. Parce que c'est juste une question de survie pour lui. Oui. Ces indicateurs lui permettent de voir comment s'améliorer, lui permettent de savoir est-ce que le service rendu au client est le bon service pour pouvoir continuer à gagner du client et puis aussi à continuer à faire du business, parce que c'est ça aussi l'objectif. Donc, vous allez dans l'industrie automobile, les indicateurs vont leur permettre de gérer leurs effectifs, de gérer les commandes, de gérer leur activité. Oui. Et quand vous allez dans l'informatique, on a l'impression que les indicateurs sont plus mis en avant pour juger les personnes, alors que on a des gens qui sont compétents. On a l'impression que les indicateurs sont là pour juger les personnes et pour les sanctionner le cas échéant. Alors qu'un indicateur, il doit vraiment être au service de l'amélioration continue. Voilà, c'est ça qui est important. Tout à fait. Oui, et on améliore ce qu'on mesure. Mais par contre, moi, j'aime bien aussi donner le conseil, je ne suis pas expert en KPI ou quoi que ce soit, mais de toujours aussi créer une contre-mesure. Je prends un exemple. Si tu veux qu'une équipe de développement, pour reprendre le sujet de l'IT, produise plus, tu peux pousser un peu cet indicateur-là. Mais si tu n'as pas la contre-mesure de la qualité, mais elle va te livrer plus facilement de la merde. Ah oui, je suis d'accord. Moi, j'ai souvent tendance à dire que des indicateurs, c'est comme une enquête. Voilà. Quand on mène une enquête, on va interroger plusieurs personnes. On n'interroge pas qu'une personne qui va avoir qu'une opinion. Et là, c'est la même façon. Si on dit mon seul indicateur, c'est les story points, on a une vision biaisée. Parce que si tu veux un meilleur indicateur, je vais t'augmenter les points, c'est assez facile. Mais si à côté, on n'associe pas cet indicateur de story point à d'autres indicateurs qui vont permettre de voir est-ce qu'on a une bonne qualité, est-ce qu'on délivre dans des délais corrects, etc. Et puis, au-delà de la pure productivité, est-ce que mon équipe est heureuse de travailler dans ces conditions-là? C'est important, tu dis ça, ouais. On est complètement à côté du sujet. Voilà. Donc, c'est une enquête où on va associer plusieurs indicateurs, que ce soit des indicateurs de production, des indicateurs de santé des équipes, des indicateurs de qualité, de stabilité, qui vont à un moment vous donner une cartographie et pouvoir là prendre des décisions. Voilà. Ouais, et la qualité de bien-être des collaborateurs, c'est aussi une garantie de longévité et de la productivité. Voilà. Ouais. Mais c'est ça, hein, quand on parle d'indicateurs, on pense toujours c'est combien j'ai fait de tickets, etc. Non, vous avez plusieurs niveaux d'indicateurs. Vous allez avoir les indicateurs qui vont mesurer une maturité sur les pratiques qu'on met en œuvre. Donc ça peut être la maturité agile, une maturité sur le DevOps ou une maturité technique. Vous allez avoir les indicateurs, entre guillemets, de productivité, même si le terme, des fois, est peut-être pas très bien choisi, mais en tous les cas, qui va permettre de voir la performance de l'équipe. Puis, on va avoir les indicateurs, moi, que j'appelle les indicateurs de santé des équipes. Par exemple, ceux qui ont été proposés dans le modèle Spotify, voilà, le Health Check Maturity, qui là vont dire, OK, on sort de tout ce qui est transfo, pratique, etc. On veut juste savoir est-ce que les gens sont heureux de travailler dans ces conditions. Voilà, et ça, c'est important. Faire une transfo, c'est bien, mais si c'est contre les personnes, je ne suis pas sûr qu'on atteigne vraiment son objectif. Demain, donc, tu vas donner ta conférence. Ouais. S'il y a un truc que les gens vont retenir, le cadeau avec lequel ils vont sortir, c'est quoi? Pour moi, ce que j'aimerais qu'ils récupèrent comme information et comme cadeau, c'est de se dire de ne plus avoir peur des indicateurs. Voilà. Et de vraiment le mettre au service de leur amélioration continue et de leur transformation. Et surtout, à un moment de se dire, quand je réalise une activité, que ce soit une transformation, du développement logiciel, etc., je dois toujours faire attention à ce que ma data soit propre. Parce que c'est ma data qui va me permettre à un moment de mesurer si je suis sur le bon chemin et comment m'améliorer collectivement. Voilà. Je fais un saut justement parce que tu vas aussi présenter l'application SaaS que tu as créée. C'est ça le lien, c'est la qualité de la data? Oui, absolument. Okay. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Oui, moi j'ai développé une application qui s'appelle Weviz, donc c'est une application digitale. Et elle se connecte à Jira. Donc, tu peux nous appeler Weviz? Alors, W-I-V-E-E-Z. Ok, merci. Ne me demande pas ce que ça signifie, j'en ai aucune idée. C'est sorti un peu de mon esprit embrumé, comme ça par hasard. Je dis tiens, c'est joli, donc je vais prendre ça. En fait, c'est une application qui se connecte à Jira. On récupère les données de Jira, puis on affiche tout un tas d'indicateurs, de graphiques, etc. Mais ça n'a de la valeur qu'à partir du moment où la data est propre. Voilà. Et c'est un constat que moi je fais beaucoup. Je fais énormément de démos. Voilà, je rencontrais pas mal d'entreprises et je leur montre. Et à chaque fois, j'ai souvent le même retour. C'est ah ouais, mais avec notre Jira, ça va pas être possible. Oui, pourquoi? Il est mal configuré, etc. Non, en fait, il est mal géré. Notre data est pas propre. Voilà. Et j'ai même eu une fois un responsable d'une grande entreprise qui m'a dit oui, l'outil est bien, mais en fait, on peut pas l'utiliser parce que notre data n'est pas propre. Ok,
qu'à ne ça tienne. Moi, j'accompagne des équipes qui utilisent aujourd'hui Weaviz. On a retravaillé leur Jira, on a formé les personnes à l'utilisation, on a amélioré la data, et puis ensuite, on a commencé à mesurer les indicateurs. Et là, la réponse a été « Ah oui, mais j'ai pas envie de vexer mes Scrum Masters. » Et j'ai envie de réagir. Parfois, la data est propre. Et le problème aussi, c'est que le SLM, le Service Level Manager, n'est pas capable de lire ou d'interpréter correctement ces Absolument. chiffres. Ouais. Et Alors, ça, c'est la deuxième partie de la problématique des KPI et des indicateurs de performance. Absolument. Combien de gens j'ai entendu en réunion, quand on leur demande des détails d'explication sur le rapport présenté devant un comité de direction, ça rame. Mais ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que des fois, je me dis, est-ce que je suis pas un peu trop rigide ou un peu trop centré là-dessus? Mais c'est aussi un constat que je fais. C'est que souvent, même moi, quand je fais des démos à des agilistes, des gens qui se disent coach agile, etc., j'ai souvent des questions, mais le lead time. Oui, et puis il y a plusieurs niveaux. C'est quoi exactement? Ça se calcule comment? Tu peux nous donner la règle de calcul? J'ai pas inventé la poudre, c'est une règle assez standard. Voilà. Et c'est ça, des fois, qui est difficile. Et puis, même l'indicateur en lui-même, c'est l'analyser. Mais pourquoi j'ai cette valeur-là? Mais c'est ça, voilà. C'est pas forcément je ne suis pas capable de comprendre le chiffre, c'est comment l'expliquer, c'est dû à quoi, c'est quoi l'histoire derrière. En fait, c'est oublier que derrière un chiffre, il y a une histoire. Voilà. Souvent, il est pris de façon brute. C'est OK, 38 jours. OK, mais 38 jours, ça veut peut-être dire plein de choses. Est-ce que c'est 38 jours à un instant T? Est-ce que c'est sur une période? C'est ça qui est important, c'est un accompagnement. Voilà, il faut sensibiliser. Aujourd'hui, dans les entreprises, alors surtout les entreprises françaises, parce que quand j'échange avec des personnes qui viennent de l'étranger, j'ai pas le même discours. Il n'y a pas la même peur de l'indicateur. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qu'ils veulent mettre en place parce qu'ils ont une philosophie qui est de dire on n'est pas là pour sanctionner les gens, on est là pour s'améliorer. Et donc, comment est-ce que je m'améliore? Je vais mesurer la qualité de ce que je fais. Voilà. En France, c'est vrai qu'on a eu cette culture, ou en tous les cas cette période, comme la période Lean où les gros cabinets de conseil. Mais est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est taille d'entreprise qui fait? Parce que moi, j'ai plutôt parfois ce sentiment que c'est la taille d'entreprise qui joue aussi dans des grosses boîtes et où il y a des fameux bonus et des comptes à rendre à des comités de direction, des actionnaires. On aura plus la fâcheuse tendance d'aller dans les KPI arrangés, façon de parler, qu'une petite boîte va effectivement, je te rejoins, dire moi, ce que je veux, c'est m'améliorer, ma survie, comme tu disais tantôt. Ma survie, elle en dépend, quoi. Oui, alors. C'est assez variable, effectivement. Moi, j'ai connu des petites sociétés où il y avait la même culture du KPI pour sanctionner. Ou de mettre sous le tapis, quoi. De mettre sous le tapis, voilà. Ça reste vraiment un problème de mindset, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis confiant sur le fait que les indicateurs prennent de plus en plus de place, parce que voilà, je le constate quand je le présente, ça a plus d'intérêt. Et en même temps, je suis inquiet de la façon dont certains cabinets les mettent en avant. Si on parle par exemple de SAFe, voilà, c'est un framework à l'échelle SAFe. Sur la version 6, ils ont mis très en avant la notion de mesure des indicateurs, donc quelque chose qui existait déjà avant. Donc, mais bon, là, comme c'est un peu plus mis en avant, j'ai l'impression que les gens du coup se disent c'est important. Enfin, la SAFe l'a dit, donc c'est important, donc pourquoi pas. Donc moi, ça m'amuse un peu parce qu'en fait, on a la même description que dans la version 5.1, mais le risque que je ressens, c'est que certains gros cabinets de conseil qui ont l'habitude de mettre en place des frameworks à la virgule près, les prennent juste pour ce que c'est une valeur, et puis ensuite on va donner la valeur qui intéresse le responsable manager. Voilà. Moi, pour la petite histoire, comme j'avais dit, j'ai été remercié dans une grande entreprise française parce que j'avais remonté que les indicateurs qui étaient remontés n'étaient pas ceux réels par rapport aux données qu'on avait. Voilà. Parce que en fait, il fallait pas le dire. Voilà, c'était tabou. J'avais eu une réaction un peu naïve. Voilà, comme quoi les années d'expérience n'empêchent pas d'être à côté de la plaque de temps en temps. Ouais. Mais je comprends, en fait, tout le monde joue une comédie et toi tu viens couper la scène, c'est pas chouette, quoi. Voilà. T'as tiré le rideau trop tôt. Voilà. J'ai cru à un moment que c'était mon travail, d'apporter du conseil et de l'amélioration. Mais apparemment... on est d'accord. Hein. On va être sympa, on va pas les citer. Ouais. Non, mais je sais pas si tu as vu, Michel, on a quand même réussi à parler de SAFe. Ouais, pardon. Donc, Sacha doit rigoler là. J'ai vu les sourires. C'est un petit peu le pavé dans la mare que j'ai. Il n'y a pas l'image dans le podcast. Vous avez invité un coach français, fallait vous y attendre. Non, mais je t'assure, on a aussi du passif avec SAFe en Belgique. D'ailleurs, je me souviens l'année passée, donc Jürgen Appelo a fait la keynote et son deuxième slide, c'est donc le Net Promoter Score de SAFe et c'est moins 56. Voilà. Il dit je pose ça là. Ça dit tout. Donc je pense que ça explique beaucoup. Écoute, je te remercie beaucoup, Koussaïr. C'est moi qui vous remercie. Par contre, si on veut te retrouver, ton produit, comment on fait? Alors, pour Weaviz, c'est simple. Vous allez sur le site weaviz.com. Voilà. Pour me retrouver, c'est soit sur LinkedIn, soit via mon site Agile4Me, donc agile4me.com.
Ouais. Puis moi, j'organise 2 conférences tous les ans alors, en France. Donc une première qui est 100% en ligne. La dernière édition a eu lieu le 23-24 mai, qui s'appelle Aquilité, et où là, on invite plus des organisations du Grand Sud-Ouest. Et puis une autre conférence en présentiel qui s'appelle Agile en scène. À Paris. À Paris. Alors, avec une petite spécificité cette année, ça aurait lieu le 19-20 septembre à Paris, mais avec un duplex avec Niort et Sophia Antipolis. Donc, on sera accueillis dans les locaux de Maïf et d'Amadeus, qui accueilleront du public. On diffusera les sessions de Paris en stream et eux animeront 4 sessions sur site qui seront diffusées à Paris. Voilà. On s'est mis un objectif ambitieux techniquement et puis en termes d'organisation. Et puis on mesurera avec nos KPI l'atteinte de ces Et objectifs. on ne ou pas. rougira pas de ces KPI. J'espère Non, pas. mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Parce que déjà pour cette édition-ci, j'ai mes collègues canadiens qui voulaient organiser un duplex. Ouais. Donc Montréal, Belgique. Et bon, évidemment, avec le fuseau horaire, il faut qu'on s'aligne sur l'après-midi. 6 heures. Hein. Mais je pense que c'est techniquement faisable, Ouais. c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il y aura de l'intérêt? Bon, donc, je serai attentif. Je reprendrai contact avec toi après l'événement. Avec plaisir. Ouais. Nous, on a une très bonne équipe technique parce qu'on a la chance d'être accueillis chez New Cap Event Center Ok. depuis nos débuts. Et, voilà. Et donc, ils ont une équipe technique qui gère ça de main de maître. Ouais. Ok. J'ai un mot de la fin quand même, parce que tu sais, on a un podcast, mais ce podcast, il est un petit peu particulier. Ouais. On a dans le texte descriptif du podcast un lien, les gens peuvent cliquer, ils peuvent te laisser un message vocal. Donc, ils peuvent te poser une question, D'accord. ils peuvent te féliciter, t'encourager, te dire tiens, moi j'ai un feedback à te donner ou j'ai vu ton site et voilà ce que je me pose comme question. Alors, s'ils nous disent rien, on te l'envoie en privé. Et s'ils nous disent dans le message je veux bien partager ma voix sur le réseau, ben, on va mettre dans le commentaire la publication du podcast sur les réseaux sociaux. Leur message, tu pourras directement les entendre et échanger avec eux. Donc, ça, c'est assez top, je Ok, trouve. très bien. Super. On espère que tu auras des messages. Voilà. Tu n'en auras peut-être pas. S'ils ont peur, c'est impressionnant de parler devant un micro. T'as eu peur? T'es à l'aise? Non, mais c'est C'est la ton première premier fois que je fais un podcast. podcast. J'ai déjà fait des interviews, mais je t'ai senti plutôt, très à l'aise. télévisuelles, mais non, c'est la première fois. Bah, Moi, chapeau. quand c'est un sujet qui me passionne, voilà. J'allais le dire. C'est ça, La ouais. passion fait des miracles. Absolument. Et on la sent chez toi. Je te remercie. Merci À à vous. bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.